Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette deuxième journée des conférences de European Mobility Expo 2020 avec une matinée consacrée à la concurrence. Dans quelques instants, donc une conférence sur la concurrence ferroviaire. Et puis, juste après cette conférence, dans une heure, on traitera de la conférence en Île-de-France. Mais dans l'immédiat, la concurrence ferroviaire en France. Alors, on ne va pas parler du TGV, on va parler du transport régional avec cinq intervenants que je vous présente rapidement. Michel Neugnot, qui est premier vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté et qui est aussi président de la commission transport et aménagement durable de Région de France. Bonjour Michel, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Isabelle Delon, qui est directrice générale adjointe clients et services de SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure. Bonjour Isabelle. Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous. Anne Boche-Lenoir, qui est directrice déléguée TER à la SNCF. Merci Anne de nous avoir rejoints. Bonjour Gilles, bonjour à tous et à toutes. Édouard Reynaud, directeur général France de Transdev. Bonjour Édouard. Bonjour Gilles et bonjour à toutes et à tous. Et Ronan Bois, qui est président de RATP Dev Rail. Bonjour Ronan. Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça nous a permis de voir que tout fonctionnait bien depuis le nombre de webconférences que tout le monde fait depuis quelques mois. Maintenant, tout le monde a une bonne pratique. Et donc, nous sommes ensemble pendant une heure pour évoquer ces questions relatives à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. On a vu ces derniers jours de papier sur le fait que la concurrence n'était peut-être pas celle qu'on attendait, mais je pense qu'il y avait une confusion entre la concurrence sur la grande vitesse, où effectivement les candidats, vu la conjoncture, ne se précipitent pas pour faire des gros investissements sur la grande vitesse. Mais ce qu'on va aborder ce matin, c'est la concurrence dans le transport régional. Et pour aborder cette question-là, je vous propose de commencer avec Isabelle Delon, donc pour SNCF Réseau, qui est un acteur important, le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires. Et je voudrais vous demander, Isabelle, en amont des appels d'offres, en amont de tout le processus qu'on va aborder ensuite avec les différentes interventions, le rôle du gestionnaire d'infrastructure tient beaucoup à la fourniture de données, à un dialogue avec les futurs candidats. C'est tout un travail de préparation que vous devez effectuer et que la loi vous impose de tenir. Oui, alors nous impose de tenir et que nous avons aussi choisi d'être facilitateur et accompagnateur dans cette démarche, dans la mesure où un bon service ferroviaire ne pourra pas fonctionner sans un réseau qui vraiment accompagne finalement la mise en œuvre de services ferroviaires nouveaux. C'est vraiment essentiel pour nous. Et si je refais un tout petit peu de marche arrière, on a commencé à échanger avec la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur au printemps 2017. Donc ça fait déjà 3 ans en fait qu'on a commencé à échanger avec eux sur les premiers éléments préparatoires à leur appel d'offres. Leur appel d'offres est aujourd'hui en cours. Et je pense que le mot-clé dans cette dynamique, effectivement, c'est vraiment l'anticipation et la qualité de la préparation. Et je pense que nous, on peut y contribuer. Donc, c'est vraiment le positionnement qu'on a adopté, c'est vraiment être facilitateur pour que toutes les conditions de réussite de cette démarche nouvelle de mise en concurrence soient réunies. Je pense que c'est un point clé que d'associer SNCF Réseau dès que possible dans les réflexions, que ce soit côté région et que ce soit côté opérateur ou futurs opérateurs. Voilà. Je pense que le réseau est vraiment un élément clé. Évidemment, c'est pas le seul, hein, et je pense que le talent, les compétences des opérateurs sont bien sûr là pour apporter des nouvelles solutions aux régions. Mais je pense que si le réseau n'est pas associé dès le début, et ben on peut mal préparer certaines phases ou certaines interfaces entre le transporteur, la région et SNCF Réseau. Je prendrai plusieurs exemples. D'abord, quand on voit que les régions ont vraiment des approches très différentes entre la région Grand Est et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Sud, on est sur des approches différentes en termes de volume, en termes de périmètre d'application,
on voit qu'on a des lots de structures assez différentes. Soit on est sur du réseau très structurant, soit on est sur des lignes de dessert fine du territoire. Et cela, c'est quelque chose qu'on a pu, avec les régions, on a pu les aider à se poser les bonnes questions pour définir leur périmètre d'appel d'offres, pour choisir leur lot. Évidemment, c'est simplement un rôle d'aide et de conseil. C'est pas du tout à nous de les aiguiller dans un sens ou dans l'autre. Mais en revanche, c'est de les aider dans leur réflexion pour préparer vraiment les choses dans de bonnes conditions. Et pour les opérateurs, nous avions pris l'initiative de les rencontrer très tôt, de la même façon pour se préparer ensemble, apprendre en marchant. Les opérateurs, alors il y en a qu'on connaît très bien, évidemment, et avec qui on travaille tous les jours. Et puis il y en a qu'on ne connaît pas parce qu'ils ne circulent pas encore sur notre réseau. Et eux ont besoin de mieux connaître le fonctionnement du réseau pour pouvoir préparer leur offre future. Et nous avons besoin aussi de connaître leurs attentes, de connaître leurs propositions spécifiques aussi, parce que ça nous permet à nous aussi de nous préparer pour être au rendez-vous de ces étapes importantes d'appel d'offres. Alors, pour spécifier un peu le dialogue que vous avez avec ces opérateurs, qu'est-ce que vous leur donnez? Vous leur donnez une photographie à jour du réseau pour qu'il n'ait pas de surprise, en l'occurrence de mauvaises surprises s'ils se voient donner l'exploitation. Vous leur donnez aussi une photographie des travaux à venir. Quelles sont les informations importantes que vous devez leur donner et est-ce que vous avez, vous, l'ensemble de ces données à jour disponibles pour les opérateurs? Alors, il y a effectivement, les contacts qui sont pris avec les opérateurs permettent d'abord de vraiment les aider à appréhender les spécificités du réseau français. Certains d'entre eux circulent déjà dans d'autres pays européens, mais les conditions d'accès au réseau, si elles sont globalement équivalentes, il y a toujours des spécificités d'accès. Donc, leur donner finalement les clés de compréhension du réseau, accompagner dans la découverte du document de référence du réseau, leur donner des accès à certains systèmes d'information auxquels ils peuvent accéder avant d'être réellement opérateurs sur le réseau. Au travers de ces accès au système d'information, ils pourront effectivement accéder à certaines données ou à certaines informations sur le réseau. On leur a proposé aussi, ainsi qu'aux régions, des formations qui leur permettent d'avoir en 3 jours un condensé des éléments clés finalement pour dialoguer ensemble de façon constructive et se préparer leurs équipes pour les étapes qui sont beaucoup plus challenging dans les appels d'offres, où là les échanges sont beaucoup plus rapides et dans des conditions qui sont bien sûr organisées par les régions. Donc tout ce travail préparatoire d'échange est vraiment important, je pense, pour les opérateurs. Moi, je comprends, on avait pris les devants. J'espère qu'on a pu répondre au maximum à leurs attentes. Je pense qu'on a encore du chemin à faire de notre côté. Je pense qu'on a essayé de les accompagner, de les guider, et on pourra certainement encore tirer les enseignements des premiers appels d'offres en fait, qui se passent en ce moment. Côté région, on a aussi beaucoup travaillé ensemble. Vous l'avez cité sur les données. On a travaillé un gros travail d'ailleurs avec Région de France pour identifier avant même la publication du décret données. Nous avions travaillé conjointement sur quelles sont les données nécessaires pour la préparation des appels d'offres côté région. Et puis, on a travaillé sur d'autres sujets comme des analyses sur les conditions d'exploitation des différents lots que les régions envisageaient de mettre en appel d'offres. On a travaillé aussi sur des aspects concernant les sites qui pourraient éventuellement servir à installer de nouveaux ateliers de maintenance. Voilà, des tas de questions qui paraissent de loin assez anodines, mais qui, quand on rentre dans le détail, se révèlent assez redoutables et qui demandent, encore une fois, beaucoup d'anticipation, de préparation, de travail en commun, le plus tôt possible avec SNCF Réseau. Et ce travail d'anticipation, vous l'avez préparé sur l'ensemble des régions, y compris celles qui, a priori, pour l'instant, n'ont pas lancé de processus ouvert de concurrence? Alors, on ne force la main à personne. Donc, évidemment, on propose des échanges sur ce sujet. Il y a des régions qui ne sont pas du tout qui n'ont pas d'urgence à se préparer. Donc, on peut aborder ce type de sujet dans notre relation bilatérale avec chacune des régions.
Mais il y a des régions qui, et voilà, et c'est heureux pour l'opérateur actuel, qui ont des contrats de 10 ans et qui n'ont pas besoin de se préparer dans l'immédiat. Voilà. En revanche, il y a un certain nombre de régions qui sont en phase encore de préparation. Nous, on propose systématiquement, voilà, d'avoir des échanges à ce sujet pour ne pas négliger voilà, des choses qui peuvent paraître anodines, parce que je pense que on a tous besoin, je pense, aussi bien les régions, les opérateurs et nous-mêmes, on a tous besoin de se préparer. Je pense qu'on apprend en marchant, il y a un temps d'appropriation et d'apprentissage. Et je pense que le mieux est de le faire ensemble. Donc nous, on propose, mais on n'impose pas. Voilà. Donc on est au service de tous ceux qui ont besoin de nous éventuellement pour avancer. Donc une disponibilité au dialogue. Anne Boche-Lenoir, finalement, ce matin, vous avez deux casquettes. Il y en a une qui ressemble un peu à celle d'Isabelle Delon, c'est-à-dire fourniture de données, notamment aux opérateurs concurrents, parce que la SNCF est l'opérateur sortant, et puis aussi concurrents, candidats, en l'occurrence à votre propre renouvellement, mais dans un processus d'appel d'offres ouvert, notamment dans les régions qui aujourd'hui ont lancé des opérations. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu vos deux obligations d'une certaine façon, enfin l'obligation de fourniture de données et puis la deuxième, votre travail au sein de la direction TER pour essayer de garder vos positions lors des appels d'offres? Tout à fait. Donc, on a effectivement deux casquettes. Comme le disait Isabelle, la situation est très différente selon les régions. On a actuellement 8 avis de préinformation qui sont partis, hein, dans 4 régions, avec, selon les périmètres, une consistance des lots qui est différente. Dans un certain nombre de cas, il y a de l'exploitation pure. Dans certains cas, la distribution ne sera pas dans le lot. Dans d'autres cas, on a de l'exploitation et de la gestion et de rénovation de l'infrastructure. Donc, c'est très différent. Alors, comme le disait Isabelle, le décret donné de 2019 a défini le périmètre des données de façon très large, hein, très extensive. Donc, ça nous a amené, dès le lancement des premiers avis de préinformation, hein, en février 2019, à travailler pour pouvoir fournir les informations nécessaires vues du côté de l'exploitant, avec une spécificité, je dirais, par rapport à d'autres appels d'offres dans l'urbain et l'interurbain, qui est que jusqu'à présent, l'exploitation se fait au périmètre régional avec une grande mutualisation des moyens. Et donc, l'enjeu, à partir de la publication de l'avis de préinformation, ça a été de détourer finalement pour les régions, pour qu'elles puissent rédiger leur cahier des charges, de détourer l'ensemble des informations nécessaires au périmètre de ces lots. Alors, ça a nécessité effectivement de définir une méthodologie la plus pertinente possible pour identifier les équivalents temps plein de salariés occupés sur ces lots, directement ou indirectement, comme le prévoit la loi, mais également de se poser des questions très pratiques sur, par exemple, l'utilisation du matériel, puisque le matériel n'était pas forcément affecté à telle ou telle ligne, les ateliers de maintenance non plus. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons énormément d'itérations avec les régions pour que celles-ci puissent nous dire quelles sont les hypothèses qu'elles retiennent au périmètre de chacun des lots. Là aussi, comme le disait Isabelle, nous, on peut lister l'ensemble des solutions possibles, mais in fine, c'est la région qui décide. On en a un exemple dans la région Hauts-de-France, où la région a défini 10 lots, dont 3 sont ouverts à la concurrence,
mais il faut définir de manière claire, par exemple, qui opérera la gestion dans telle ou telle gare, sachant que des lots différents trains des différents lots peuvent arriver dans la gare, et puis également affecter les matériels et les ateliers ou les voies de maintenance. Alors, ça nous a amené, c'est un travail qui est toujours en cours, hein, parce qu'il est très long. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fourni, par exemple, en Hauts-de-France, sur le périmètre de ces 10 lots, plus de 130 000 fichiers, chacun de ces fichiers pouvant avoir des milliers de lignes, hein. Donc, ça nécessite un travail très fin pour que ces données puissent ensuite être communiquées aux différents opérateurs et qu'ils puissent les interpréter de manière claire. Alors, ça, c'est notre première... C'est un travail qui n'est pas simple parce que les données telles que vous en disposiez en interne n'étaient pas destinées à une utilisation par des tiers. C'était des données, alors pas brutes au sens classique du terme, mais quand même, elles n'étaient pas forcément paramétrées pour être compréhensibles par une région ou un opérateur concurrent. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est même plus que ça, c'est-à-dire que nos systèmes d'information n'étaient pas formatés pour produire ce type d'information au périmètre de l'eau. Toute la difficulté réside dans le fait que les lots n'ont été connus qu'à partir d'une certaine date, et la consistance de ces lots également. Et donc, il nous faut reconstituer au périmètre de ces lots. Alors, parfois, on peut y arriver en lecture directe dans nos systèmes d'information, mais très souvent, on est amené à utiliser des clés de répartition. Et pour ce faire, on a partagé la méthodologie retenue avec les régions, ce qui nous a permis de transmettre les données dans les délais, puisque en fait la loi et les décrets d'application prévoient la transmission des premières données à une échéance de 6 mois, notamment concernant tout ce qui est évaluation des personnels nécessaires. Donc ça, c'est notre première casquette. S'agissant de la réponse aux appels d'offres elles-mêmes, bon, il s'agit d'un enjeu complètement différent. Là, nous sommes un opérateur historique, mais nous nous mettons dans la situation de l'opérateur lambda. Et à partir de là, eh bien, nous sommes organisés pour construire des équipes dédiées, hein, pour répondre à ces appels d'offres spécifiquement, avec bien sûr la volonté de réfléchir comme un nouvel entrant à partir de la feuille blanche, en ayant en tête bien entendu les objectifs définis par la région dans son appel d'offres et les meilleurs moyens d'y répondre de la façon la plus économique possible et la plus robuste opérationnellement. Donc, vous nous dites que vous constituez des équipes avec comme mission de réfléchir le plus possible indépendamment de l'exploitation telle qu'elle existe au moment où vous préparez l'appel d'offres. En fait, il y a beaucoup de nouveautés hein, dans les appels d'offres. Dans les premiers appels d'offres PACA, il y a par exemple une croissance très significative de l'offre. Hein. Donc, la question, il y a la construction d'ateliers de maintenance, il y a des commandes de matériel. Donc, forcément, sur ces enjeux, nous cherchons à effectivement nous mettre dans la peau d'un nouvel entrant. Et de nous dire comment réagiraient nos concurrents afin de répondre le plus efficacement possible sur les 3 enjeux qui existent hein, en matière
en la matière, à la fois l'enjeu commercial, l'enjeu de satisfaction client, la robustesse et la qualité de service, et puis l'enjeu économique qui, nous le savons tous, est très important pour les régions. On va justement demander à un nouvel entrant, Édouard Reynaud, qui dirige Transdev France, un peu son sentiment au regard d'une expérience en cours, qui est celle de l'ouverture à la concurrence de la région Sud, avec Delo. Vous êtes présent sur un des Delo, et de profiter un peu de cette histoire en train de se faire pour nous livrer un peu votre sentiment à l'épreuve de cette concurrence. Quels sont vos principaux enseignements vis-à-vis de là-haut, vis-à-vis de l'opérateur sortant, vis-à-vis de comment ça se passe en région Sud, et quelles sont les leçons à tirer de cette expérience en cours? Oui, Gilles, je voulais juste revenir sur le principal intérêt de l'ouverture à la concurrence, c'est pour nous qu'on redonne aux régions françaises le pouvoir de décider qui sera l'opérateur sur son territoire et en changer si, le cas échéant, il ne répond pas à ses attentes. Je crois que c'est un élément essentiel. Et je voulais aussi insister sur le fait que l'ouverture à la concurrence, l'ouverture régulée à la concurrence, a permis au secteur ferroviaire de sortir renforcé dans les pays qui ont été dans ces logiques de voies réformatives par le passé. Je peux aussi dire que les Français en ont envie. À 75%, ils sont favorables à l'ouverture à la concurrence. Et on voit dans les enquêtes récentes que Transdev, Ipsos Région France, par exemple, a montré que les Français sont attachés au ferroviaire et souhaitent une amélioration de la qualité de service en ce qui concerne notamment les petites lignes du quotidien, mais aussi les lignes intermétropoles qui permettent d'aller d'une métropole à l'autre pour travailler, par exemple. Vous le savez tous, l'ouverture elle doit permettre d'améliorer le quotidien des Français. Elle doit désenclaver certains territoires et elle doit renforcer l'attractivité aussi des villes et des régions. Donc, pour que l'ouverture soit une réussite, il faut qu'il y ait des conditions. Et une des premières conditions dont on vient de parler, c'est la mise à disposition des données, pour qu'il y ait aussi une équité des informations, une transparence et la mise à disposition des données. Moi, je crois que quand la SNCF va à l'international, elle bénéficie de l'ensemble des données et elle peut répondre dans de bonnes conditions. Nous, on fait le constat que ça s'améliore. On voit que l'ART prend des positions assez fortes sur un certain nombre de régions pour que les données soient disponibles. Mais si je peux me permettre, on a des cas concrets aujourd'hui de données qu'on réclame et de documents qu'on réclame et qui ne sont pas transmis. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, avec Réseau, c'est les temps de mouvement de mise à quai. Nous demandons ces informations, nous ne les obtenons pas. C'est le fonctionnement en situation dégradée. Et puis, c'est par exemple le graphique d'occupation des voies, appelé dans le langage commun ferroviaire le GOV, qui ne nous sont pas transmis. Donc ça, ce sont des éléments qui permettent l'efficience d'une offre, qui permettent aussi de mettre tous les compétiteurs sur les mêmes lignes de départ et qui, pour un opérateur entrant comme nous, sont essentiels. Les autres aspects que je voudrais mettre en avant, c'est qu'on a des régions très motivées et on a des régions qui s'organisent, qui se structurent et tu mentionnais la région Sud. La région Sud a mis une organisation ultra efficace, rapide, efficace et qui nous a permis d'abord de donner une première idée de ce qu'on imaginait et ensuite, à travers un cahier des charges resserré, de travailler sur la première offre qu'on doit remettre tout début février. Il y a des éléments clés. Il y a la maintenance des trains avec la construction d'un dépôt. Anne le citait, c'est un élément clé puisque ça permet de gérer complètement la ligne de manière indépendante et autonome et de pouvoir travailler à la fois sur les coûts et à la fois sur des plannings et des coûts de maintenance et donc sur la compétitivité des offres. Les données voyageurs, on peut en parler, mais là aussi, plus on a d'informations et plus on a les données voyageurs qui nous sont transmises, mieux c'est. Et puis, la région s'est projetée sur des durées d'exploitation qui nous permettent de travailler, qui nous permettent
Alors, de financer des équipements, c'est le cas pour la région sud, de travailler sur des projets de régénération de lignes dans un temps long, c'est le cas pour le Grand Est, et puis d'avoir une bonne vision de ce que peut être le service à apporter aux clients, puisque les clients passagers, ils attendent quoi? Ils attendent de la ponctualité, ils attendent de la fréquence, et pas que de la fréquence aux heures de pointe. Je pense qu'un des succès que nous avons mené dans d'autres pays, c'est aussi les notions de cadencement, c'est-à-dire d'avoir de la fréquence tout au long de la journée et qui fait qu'on emprunte le train plus facilement qu'on utilise sa voiture. Et je pense que c'est bien l'essentiel de notre rôle de transport public et qu'il faut pas se tromper. C'est notre première ambition aussi, c'est d'offrir du service de qualité, d'offrir des trains propres, mais j'allais dire maintenant avec les enseignements de la crise sanitaire, désinfectés, ventilés, et en tout cas dans d'excellentes conditions pour les passagers. Et c'est d'être très très proche du terrain sur toutes les dynamiques sociales. Et c'est là aussi la clé, c'est d'avoir j'appelle ça moi des équipes d'équipes, c'est-à-dire des équipes qui sont ancrées sur la ligne. Il n'y a pas de décisions qui se prennent depuis Paris. Et les décisions se font parce que les gens sont du territoire et ont le souci d'être au service des passagers du territoire et de prendre plus de responsabilités, d'être plus polyvalent et in fine, sûrement d'avoir même une meilleure rémunération que chez l'opérateur dominant sortant. Merci Edouard. Je retiens donc insatisfait de la façon dont ça se passe avec la région Sud et la professionnalisation de ces équipes. Et puis, je retiens aussi ces questions adressées à SNCF Réseau. Ben, je renvoie tout de suite la balle à Isabelle Delon. 3 demandes très particulières d'Edouard Reynaud et de Transdev. Isabelle, vous avez du mal à délivrer quelques données sur l'infrastructure, notamment le Gov? Alors, c'est pas forcément… Voilà, c'est pas forcément qu'on a du mal à les donner, c'est que ce sont des données qui sont aujourd'hui finalement une image une image du passé et une image qui est en fait un peu théorique. Donc, ce qui est fait référence en fait pour la bonne utilisation des gares, ce sont des documents qui ont été élaborés et qui s'appellent les recueils d'exploitation des grandes gares, hein, notamment les gares, je pense, de Marseille, de Nice, voilà, qui font en fait une sorte de mode d'emploi des gares et qui donnent les conditions d'exploitation des gares d'un point de vue du réseau. Voilà. D'un point de vue du réseau, puis des conditions qui effectivement sont pour les opérateurs. Ensuite, chaque opérateur a ses propres conditions d'utilisation en fonction de là où il va son matériel, là où il va aller faire sa maintenance. Tout cela est évidemment un jeu croisé entre finalement nos conditions d'exploitation respectives. Et l'enjeu, effectivement, c'est d'aider et la région et les opérateurs d'avoir les bons éléments qui vont permettre d'optimiser c'est ce que je pense souligner Edouard, hein, tout ce qui va concerner ce qu'on appelle les mouvements techniques qui vont permettre d'arriver en gare, faire les bonnes mises à quai avec les bons horaires finalement pour tenir la qualité de service. C'est effectivement donc les enchaînements qui sont liés aussi pour beaucoup finalement aux conditions d'exploitation par l'opérateur. Et puis j'ai entendu aussi de la part d'Edouard des questions autour du fonctionnement en situation dégradée. Donc là encore une fois, il y a pas mal de choses qui sont écrites puisqu'on a Réseau est en charge de tout ce qui concerne la gestion de crise. Donc il y a aussi tout voilà, des choses qui existent et qui sont communiquées. Alors peut-être qu'elles ne sont pas complètement suffisantes, effectivement, dans un appel d'offres, mais dans les appels d'offres, nous avons deux façons de répondre à des questions plus précises appliquées à un cas pratique, hein, notamment je pense à l'appel d'offres qui est en cours sur Dakar. C'est à la fois la réponse à des questions qui nous sont posées, et puis ça a été fait la semaine dernière, sans trahir de secret, des réunions qui se sont organisées avec, sous l'égide de la région, avec chacun des candidats et où Réseau peut approfondir un certain nombre de points techniques qui sont voilà, sollicités par les opérateurs. Et donc nous là, nous sommes vraiment voilà, à même de fournir un certain nombre d'éléments, mais qui ne sont pas toujours suffisants dans le niveau de détail avant les appels d'offres. Effectivement, ça peut être un point
de progrès, voilà, sur lequel il faut qu'on affine notre positionnement. Et puis, il y a aussi ce qui se passe pendant l'appel d'offres, où là, la région coordonne l'ensemble des échanges et nous, on s'inscrit autant que de besoin dans la réponse aux questions pour éclairer l'ensemble des candidats. Donc, un dialogue permanent, si je vous écoute bien, pas seulement en amont, mais aussi pendant tout le processus d'appel d'offres nécessaire, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a quelques divergences et quelques demandes d'explications supplémentaires de la part d'un concurrent Transdev. Je vais demander à Ronan Bois de RATP Dev Rail de nous donner un peu son sentiment et puis de nous expliquer aussi la stratégie de RATP Dev. On reviendra peut-être avec Édouard Hainaut sur qu'est-ce qui concourt à choisir telle ou telle région, tel ou tel appel d'offres, parce que hormis la SNCF qui, si vous ne me détrompez pas, Anne-Bosch-Lenoir a vocation à répondre partout, on voit que les opérateurs ont des stratégies, ils ne répondent pas partout. Donc, Ronan Bois, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre propre stratégie à RATP Dev de sélection des appels d'offres, peut-être en fonction de critères territoriaux, etc. Oui, bien sûr. Avant de revenir en détail sur notre stratégie, je voudrais préciser comment on a décidé d'aller investiguer ce marché ferroviaire régional. On est présent depuis plus de 15 ans en région, aux côtés des régions, sur différents services. Et dès lors que l'ouverture à la concurrence s'est présentée, assez naturellement, on s'est posé la question est-ce qu'on avait des choses à faire valoir et apporter aux régions aussi dans ce domaine-là? On a assez vite considéré que oui, on avait une expertise et une expérience suffisante à faire valoir, et puis peut-être une approche et une manière d'aborder le sujet différente qu'on avait envie de faire valoir de notre expérience sur les lots interurbains notamment qu'on connaissait. Alors, on a constaté, mes confrères l'ont dit, qu'il y avait des besoins très différents et notamment en termes de services. On a parlé de fréquences, mais c'est aussi des services d'intermodalité, des services complémentaires avec des offres segmentées aussi qui peuvent manquer ici ou là parce que les territoires sont divers. Et donc, on a une approche avant tout, nous, régionale, où il s'agit de faire jouer au maximum les synergies. On ne va pas se mobiliser sur une région où on sait d'emblée qu'on n'a pas grand-chose à apporter. On va justement concentrer nos efforts là où on a beaucoup de choses à apporter et à faire valoir parce qu'on aura bien compris les attentes du territoire. Je crois que les territoires, ils ont vraiment besoin aujourd'hui d'être écoutés et compris. Et c'est ça qu'on a envie de jouer dans un premier temps. On a ensuite un cadre réglementaire qui évolue. Et on voit bien l'article 172, le décret sur les gares délégables, permet aux régions justement un certain nombre de possibilités nouvelles. Et c'est aussi avec cela que l'on a envie de jouer. Les conditions de succès de l'ouverture à la concurrence, je crois qu'Edouard en a parlé un petit peu. Moi, j'ai envie d'insister sur le fait que, au fond, l'ouverture à la concurrence va replacer chaque acteur pleinement dans son rôle, avec son lot de prérogatives et de responsabilités aussi. Et nous, en tout cas, chez RATP Dev, c'est comme ça qu'on le conçoit. On assume pleinement ce rôle et c'est celui qu'on a envie de jouer en toute transparence aux côtés des régions. Et ça, c'est aussi notre marqueur. Je crois qu'il y a un sujet de dialogue récurrent à mettre en place dans l'approche sur ce sujet qui n'est pas neutre pour les régions. Il y a une exposition très forte d'un point de vue politique déjà, et pas que. La transition d'un point de vue social est un enjeu aussi. Technique, Édouard en a parlé. Et là-dessus, on a une approche donc assez pragmatique. On a fait le tour et l'inventaire des attentes des régions dans lesquelles donc, on est implanté. On a constaté ces besoins différents et surtout ces modèles économiques à construire, parce qu'il s'agit bien de ça, qui sont nouveaux finalement. Et pour commencer par la région Grand Est, par exemple, où on a ici un cas d'intégration verticale avec l'exploitation, la maintenance, mais pas que, l'intégration aussi de l'infrastructure. En Hauts-de-France, on a cette option qui est également activable d'intégration. Et donc là aussi, on voit bien qu'il y a différents modèles qui vont être mis sur la table. Quand on a considéré ça, on a eu une approche assez
assez pragmatique là aussi. On s'est dit finalement, on a peut-être besoin d'aller compléter un certain nombre d'expertises locales parce que nous, on va s'appuyer essentiellement sur les acteurs locaux, à commencer par les cheminots, bien sûr, hein, mais pas que. On va notamment aller chercher et s'assurer de la compétence en matière de formation, en matière de gestion de l'infrastructure, de gestion des circulations que l'on maîtrise parfaitement, mais qui pouvaient nécessiter une alliance. Et c'est ce que l'on a fait, en fait, en considérant l'alliance avec le groupe Getlink, donc entre les groupes RATP et le groupe Getlink, pour se présenter sur ces appels d'offres et du coup garantir la robustesse, l'expertise et la sécurité que les régions sont en droit d'attendre spontanément, j'ai envie de dire, de tous les candidats, et pour nous libérer du temps aussi pour justement écouter les régions et travailler sur la notion de service, parce que là, c'est là où on a beaucoup de choses à faire avec les régions. Voilà. Donc, on a constitué cette alliance, pardon. En vous écoutant, est-ce que cela veut dire que vous privilégiez les appels d'offres où il y a des intégrations verticales, ou en tout cas où il y a une forte dimension de gestion d'infrastructure, et que vous excluez de répondre à des appels d'offres où il y aurait simplement les opérations dites d'exploitation à assurer? Non, alors non, absolument pas. En fait, on a assez souple et flexible de cette alliance, c'est-à-dire qu'on considère qu'on va mobiliser cette alliance sur tout type d'appel d'offres. En revanche, on sait qu'on a d'ores et déjà dans nos mains les compétences et l'expertise nécessaires pour répondre à telle ou telle configuration. Mais on voit bien qu'on ne peut pas les traiter tous de la même manière. Alors ensuite, on aura évidemment l'alliance qui va répondre à un certain nombre d'appels d'offres, mais qui ne seront pas forcément typés en intégration verticale. Je crois qu'on veut, ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est construire avec la région un service innovant qui va aussi répondre en termes de fiabilité, en termes de régularité et d'information aux voyageurs. Je crois que c'est quand même aujourd'hui le premier besoin exprimé que l'on entend et auquel on doit répondre. Vous avez considéré par exemple que dans la région sud, vous aviez pas suffisamment ni de base installée, ni de connaissances, ni de capillarité avec le territoire pour répondre. Absolument, absolument. Aujourd'hui, on n'a ni Getlink ni le groupe RATP une forte implantation en région sud, et donc on n'a pas anticipé de synergie forte à faire valoir et à pouvoir apporter à la disposition de la région sud. En revanche, donc on s'est très fortement mobilisé depuis le départ en région Grand Est et Hauts-de-France, où nous avons des implantations fortes et on a envie de mobiliser encore plus. Édouard Hénaud, un mot, votre stratégie, c'est la même? Vous répondez là où vous avez une implantation, des connaissances, des moyens? C'est ça aussi la stratégie de Transdev? Oui, enfin, quand je regarde le panorama français, Transdev, c'est le premier opérateur régional en France. Donc, à ce titre-là, on est évidemment très présent. On a beaucoup de salariés, on exploite beaucoup de lignes régionales de lignes aussi et de réseaux urbains et interurbains. Et on est intéressé à créer cette disposition qui est propre à l'intermodalité. Et je rappelle qu'on a été le premier opérateur à travailler sur un certain nombre de désenclavements de régions et de lignes et de faire des propositions dans ce sens. Si je reprends un peu un point d'étape des appels d'offres, donc on sait tous qu'on est présent avec le lancement sur la ligne sud et sur un des deux lots, que le lancement Grand Est avec les lots Nancy, Contrexéville et le lot Strasbourg-Épinal Saint-Guier est également lancé, et qu'on attend, puisqu'il a été publié en information, un futur lot qui est très spécifique au tropisme de Transdev, qui est le lot transfrontalier avec les Landes allemands, et où on a évidemment, vous le savez tous, une grande expérience en Allemagne, et où on a démontré depuis le temps que ça avait du sens d'ouvrir à la concurrence. Je rappelle qu'on a environ 7% de part de marché, qu'on transporte près de 43 millions, enfin gère 43 millions de trains kilomètres,
et qu'on transporte à peu près la moitié des passagers du TER quotidiennement. Oui, on regarde le type d'appel d'offres, on regarde les moyens qu'on a et on essaie aussi de faire une péréquation entre les moyens qu'on a et le type d'appel d'offres. Et donc, on essaye d'aller là où on a le plus de chances d'apporter des solutions à nos clients, à la fois, je dirais, région, mais aussi aux collectivités qui sont sur le chemin de la ligne. Parce que je crois que c'est essentiel qu'on pense à l'ensemble de ces collectivités et à tout ce qu'on peut amener pour que l'utilisation de la ligne, qu'elle soit petite ou qu'elle soit intermétropole, soit la plus favorisée, la plus évidente pour le client voyageur. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est ça, et c'est comme ça qu'on réussira ensemble la transition écologique également. C'est plus simple d'imaginer qu'on aura plus de fréquentation sur ces trains que de se dire qu'on va passer 26 000 bus au niveau national en électrique. Ça sera beaucoup plus puissant. Merci Edouard. Je m'adresse maintenant à Michel Neugnot. Depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure, en fait, on s'aperçoit que les régions sont quasiment maîtres du monde. C'est elles qui sont en tout cas maîtres du jeu. On parle beaucoup de leur rôle extrêmement important dans ces appels d'offres, dans leur préparation. Pour celles qui ont décidé de se lancer, ça nécessite, on le voit, beaucoup de compétences, beaucoup de professionnalisation. C'est aussi votre sentiment, Michel, que c'est vraiment pour celles qui l'ont décidé et qui l'ont engagé ce processus, c'est une vraie révolution culturelle que d'avoir ce rôle essentiel de professionnel et d'organisation. En matière de transport ferroviaire, les régions sont tout juste majeures. Et effectivement, avec ce qui va se passer, on va rentrer dans un niveau de performance assumée et de responsabilité important. On va quand même rappeler deux choses. Cela, une grande crainte des régions, c'est qu'effectivement, ça soit un appel d'air immédiat, tout le monde en même temps. Ça n'aurait pas été supportable. Et je pense que la façon dont ça se déroule, avec des initiatives qui sont prises partiellement par des régions, avec des conventions qui vont arriver à leur terme de façon étalée dans le temps, puisque ce sera toutes les conventions qui arriveront à échéance après 2023 qui seront totalement concernées par cela, on va avoir une mise en route progressive. Il ne faut pas oublier que le train, c'est le temps long. C'est le temps long et on est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, au niveau des régions de France, on va essayer de capitaliser ces expériences, de les mutualiser ensuite, de faire en sorte que cela se passe bien. On essaie aussi, avec SNCF Réseau, avec SNCF TER, avec les partenaires potentiels, d'écouter, d'être dans l'écoute. On a eu énormément de rencontres sur ce sujet-là. On va être des facilitateurs. Je vais quand même dire que ce qui va se passer là progressivement est dans un temps aussi totalement différent de ce que nous imaginions avant la Covid. On a d'une part, il faudra en tenir compte, un modèle économique du ferroviaire qui est mis à mal, et on ne peut pas l'occulter. Dans les appels d'offres, on verra, parce que ce que cela va donner, c'est un sujet important. Et deuxièmement, dans l'après-Covid, je pense qu'on ne sera pas dans le même état de consommation des mobilités. Je pense que le télétravail va modifier profondément la donne. Et une supposition que la part de personnel qui demandera, les entreprises qui demanderont avoir un télétravail sur 50% du personnel, ce qui peut être possible, 2 ou 3 jours par semaine, ça veut dire que la période de charge matin et soir risque d'être amputée de la moitié des voyageurs potentiels. Donc, en même temps, il va y avoir des options dans certains lots d'ouvrir à la concurrence une partie du réseau. On aura à analyser une modification du comportement et des besoins.
Donc, tous ces éléments vont bouger en même temps, vont se caler, d'où la nécessité d'avoir une très grande coordination entre nous. Et je veux dire qu'effectivement, les régions vont être dans le rôle des AOM urbaines, c'est-à-dire elles vont avoir un service public dont elles vont définir les contours, le niveau de performance attendu, et on a un certain nombre d'opérateurs qui vont. Ah, on n'a plus votre son, Michel. Ça y est, c'est reparti. Il faut désacraliser ou dépolitiser les choses parce que le contenu ouverture de la concurrence, c'est public-privé. Il faut bien montrer que dans les mobilités, ce n'est pas le cas. C'est comme, je fais la comparaison avec l'urbain, c'est-à-dire que le cahier des charges est fixé par là-haut. Et on n'a pas le phénomène de concurrence réelle que l'on a dans la libéralisation qui a pu avoir lieu sur le téléphone mobile, sur d'autres libéralisations que nous avons connues. Et là, les régions, la grosse problématique pour les régions, c'est la montée en compétence. C'est la montée en compétence comme chaque fois qu'il y a eu une avancée. La dernière avancée que nous avions eue, qui était importante et déterminante, c'est la liberté tarifaire. On l'a un peu oublié, mais ça a quand même permis, cette liberté tarifaire, quand elle était bien utilisée, de booster le passage entre 2017 et 2019 avec une augmentation des fréquentations et des kilomètres voyageurs. C'est quand même bien cette liberté tarifaire où on est rentré dans une logique régionale parce que d'une région à l'autre, les problématiques sont totalement différentes. Ça a été dit par les intervenants précédents. Aussi bien un réseau qui, effectivement, le réseau, s'il est unifié, a des caractéristiques différentes, répond à des besoins différents qu'aux opérateurs qui répondent différemment. Donc là, on va aller un peu plus loin et autant on va être obligé de coordonner au niveau des régions pour vraiment aider l'ensemble des régions et le faire progressivement, autant la part locale, d'écoute locale va être importante. Michel, si je vous entends, vous êtes en train de nous dire que cette ouverture à la concurrence est un moyen de monter en compétence les régions, pour les régions d'accroître leurs compétences en matière de maîtrise de leur destin ferroviaire d'une certaine façon. Mais je voudrais revenir aussi sur le lien que vous avez établi avec la crise Covid. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la fragilisation des autorités organisatrices d'un point de vue financier peut affecter le mouvement de mise en concurrence, ou est-ce que j'ai mal compris? Non, ça n'affecte pas le mouvement de mise en concurrence parce qu'il est engagé par certaines régions et il arrivera obligatoirement à se mettre en place pour d'autres. Donc, ce rythme-là est maintenu. Par contre, la problématique que je pose, c'est que dans l'équation, il y a un élément nouveau qui est la crise des transports, les déséquilibres financiers que la Covid génère et les modifications de comportement des populations qui peut se produire. On ne sait pas comment ça va se produire. D'où une vigilance très forte. Et je sais qu'on en parle régulièrement avec l'exploitant historique, hein, Bosch Noir le sait très bien, où effectivement on a cette problématique de l'équilibre financier. On ne peut pas déconnecter les deux. C'est-à-dire faire de l'ouverture de la concurrence sans prendre en compte ce qui se passe au niveau du modèle économique du train en général et en particulier du TER serait une faute. D'accord, je vais effectivement poser la question aux opérateurs, mais sur cette question-là, mais il y a tout de suite une question qui vous est adressée dans la droite ligne de votre intervention, une question d'un de ceux qui nous écoutent et nous regardent. Quelles sont les principales difficultés qui ont été rencontrées par les régions pour organiser les appels d'offres? Est-ce que vous pourriez nous résumer ces difficultés, Michel? Les difficultés, je pense, ça a été dit par les intervenants précédents,
c'est la récupération de données, parce que non pas qu'il y ait une volonté de cacher quoi que ce soit de la SNCF globalement, mais l'organisation des données était faite dans une entreprise unique, historique, qui avait le monopole du transport, et parfois elle n'existe pas formatée comme les opérateurs l'avaient. Deuxième sujet, c'est cette notion de confidentialité, parce qu'il y a des données qui sont obligatoirement communiquées, mais on n'a pas les clauses de confidentialité, le respect des clauses de confidentialité, on connaît ça dans les démarches industrielles de développement, d'innovation. C'est un peu plus compliqué à faire passer aussi bien du côté de la SNCF qu'au niveau des régions, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas habituées, et il faut être très vigilant là-dessus, parce que autant il y a une partie de données qui est communicable et qui ne pose pas de problème, il y a des données où la confidentialité est nécessaire, autrement on distorse la concurrence. Donc ce sont les deux sujets les plus importants. Puis ensuite, il y a, Sud pourrait le dire, il y a toute l'ingénierie qui est à monter, l'accompagnement qui est à faire, parce que les compétences ne sont pas actuellement disponibles dans nos services, donc on passe par des AMO qui accompagnent. Il faudra bien qu'à un moment donné, ça arrive. L'autre sujet qui se pose, c'est quand même le détourage, ça a été dit, le détourage de blocs de mise en concurrence, parce qu'effectivement, il ne faut pas détruire totalement l'organisation ancienne, parce qu'autrement, on va avoir des surcoûts obligatoires derrière. Donc, il y a un juste milieu à trouver, et ça peut se faire que dans le dialogue, avec l'ensemble des acteurs. Et la période est cruciale. Donc, les difficultés, elles ont été pointées par les uns et les autres, je les confirme, et je crois que le gros sujet, c'est la communication de données et la partie de secret qui doit être maintenu, le secret de fabrication de la SNCF, qui ne doit pas être mis totalement au grand jour, parce qu'elle a sa spécificité, comme d'autres l'ont dit, Transdev et RATP ont aussi leur secret de fabrication qu'ils veulent chérir fortement. Merci Michel. Je voudrais poser une question et je vais demander aux trois opérateurs de répondre le plus rapidement possible, parce qu'il y a encore, on arrive dans quelques minutes à la fin de cette table ronde et il y a une ou deux questions encore qui vous sont posées. À revenir sur cette question de partage des risques entre l'opérateur et l'autorité organisatrice. Est-ce que la crise Covid, telle que l'évoquait Michel, est-ce que ça vous incite à être plus prudent ou à demander une couverture de risque plus importante de la part des autorités organisatrices? Chacun un peu, une minute très rapidement. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Non, vas-y, Yann. Non, vas-y. Non, vas-y. Politesse entre concurrents. Allez, Anne Boche-Lenoir. En fait, effectivement, hein, comme Transdev dans ses opérations de car, nous vivons l'impact de la crise, comme l'évoquait Michel, hein, ça a très fortement impacté le niveau de recettes chez TER, hein, autour de 650 millions d'euros, donc c'est pas neutre. On a eu beaucoup de discussions avec les autorités organisatrices. C'est bien entendu un cas de force majeure, mais la question qui nous est posée pour la suite et pour les appels d'offres, c'est de savoir comment on intègre ces aléas dans la réponse des exploitants, dans le partage du risque. Nous pensons que une bonne concession est une concession où le partage des risques entre l'AO et l'opérateur est fait de telle façon que l'opérateur puisse maîtriser les risques qui sont à sa charge. Bon, et en l'occurrence, un contexte de pandémie est un contexte qui bouleverse tellement les équilibres qu'il amène à repenser le modèle économique. Et des travaux sont en cours à l'UTP sur ce sujet avec l'ensemble des transporteurs. Édouard, aussi rapidement. Oui, je voulais dire que d'abord, des appels d'offres en cours, on en a eu beaucoup cette année, et à chaque fois, même s'ils avaient été lancés avant la crise ou qu'ils sont lancés pendant la crise,
Je crois qu'on a toujours réussi à créer un niveau d'écoute mutuelle pour se dire qu'il fallait travailler des clauses spécifiques ou des temps d'observation pour que le rebasage soit fait dans des conditions qui soient acceptables pour l'ensemble des parties. Évidemment, il y a une logique de prise de risque. Évidemment, on a cette crise qui nous a tous fortement impactés au niveau des transports publics. Et on aimerait d'ailleurs être plus soutenu par l'État sur ces sujets-là, mais c'est aux AO aussi de mener le combat. Mais fondamentalement, je pense qu'on a aussi tous espoir que la situation se rétablisse. Et puis, comme je l'avais dit, on part sur des projets longs, avec des temps longs, avec des travaux, avec des investissements, avec du matériel roulant, avec des constructions de dépôts. Et donc, on peut aussi se projeter dans le temps long. Je voulais souligner un point que Michel avait mis en avant, c'était cette volonté des régions de séquencer les appels d'offres pour pas avoir trop d'appels d'offres à la fois sur le marché et d'être capable de digérer cette capacité à les mener. Je crois que c'est essentiel et que les AO récupèrent les données et prennent le temps aussi de les récupérer pour avoir des appels d'offres qui soient le plus précis possible et qui nous permettent d'être le plus compétitif possible, parce que la crise nous montre qu'il y a aussi l'impact coût est nécessaire, et je rappelle qu'on peut aller jusqu'à 50% de réduction du coût kilomètre dans ce type d'appel d'offres. On a pu le montrer dans d'autres marchés. Voilà. Merci Edouard. Ronan, un mot sur ce partage des risques? Oui, alors 2 points très rapidement pour Regionéo. Regionéo, c'est le nom de l'alliance entre RATP Lev et Getlink. Le premier, c'est on estime que les risques, au fond, ils sont bien gérés dès lors qu'ils sont gérés au bon endroit pour que cela coûte le moins cher possible à la collectivité. Et donc, assez rapidement, on voit bien que tout ce qui est exploitation, matériel roulant, maintenance et autres, c'est vraiment le métier de l'opérateur. Les recettes, tout dépend du niveau de transparence sur l'historique, mais en tout cas, peut-être dans une phase de transition aux mains de la région. Et puis, je crois que dans tous les cas, et plutôt sur le long terme, on voit aussi que l'innovation et la capacité à être agile et flexible dans l'organisation même du métier va être clé de plus en plus pour justement faire en sorte que le ferroviaire régional retrouve un modèle économique vertueux. Merci beaucoup. On arrive au terme de cet échange, cette conférence. 1 heure, c'est vraiment très court, mais je vous remercie d'avoir été aussi clair. Je n'ai pas le temps et je m'en excuse auprès de ceux qui ont posé des questions de toutes vous les poser, mais je ne sais pas comment on fera. Peut-être on arrivera à les retransmettre par écrit. Je note qu'il y a plusieurs réactions sur la sérénité des débats. Certains parlent même de politiquement correct, et voire même d'un peu de déception sur le fait que ça manquerait un peu d'émulation. Et alors, est-ce que c'est le pendant de la sérénité des débats? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, merci pour votre présence ce matin. Je signale à tous ceux qui voudraient poursuivre sur le thème de la concurrence que dans 2 minutes, on enchaîne sur la concurrence en Île-de-France. Donc, bonne journée à tous les 5 et à très bientôt pour poursuivre ces débats, puisque la concurrence est un long chemin pour chacun de vous dans vos différentes responsabilités. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.